Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Acteurs Publics. Merci à nos invités d'avoir accepté de participer à ce débat consacré donc à l'évaluation des politiques publiques, un thème en vogue puisque le gouvernement de Jean-Marc Ayrault a démarré une démarche qui se veut très ambitieuse, qui a vocation à évaluer justement l'ensemble des politiques publiques d'ici la fin du quinquennat de François Hollande. Pour en parler, nous accueillons Éric Woerth. Bonjour. Éric Woerth. Vous êtes député UMP de l'Oise, vous êtes ancien ministre du Budget et des Comptes publics de Nicolas Sarkozy, vous avez aussi été ministre du Travail et secrétaire d'État à la réforme de l'État sous Jacques Chirac. Et au titre de vos fonctions à Bercy, comme ministre des Comptes publics, vous avez lancé en particulier la démarche dite de RGPP, qui était déjà une révision générale des politiques publiques. Et à ce titre, on sera très heureux de vous entendre sur l'évaluation qui sont lancées par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Arnaud Bertrand, vous êtes associé chez Ernst & Young, responsable du secteur public pour l'Europe du Sud, ce qui inclut la France. Et vous avez développé une expertise en matière d'évaluation des politiques publiques pour l'ensemble des pays d'Europe. Alors pour démarrer tout de suite, Éric Woerth, je voulais avoir un peu votre opinion, évidemment sans doute engagée, votre regard sur l'évaluation des politiques publiques engagées. Qu'est-ce que vous en attendez en fait de cette démarche et est-ce que vous pensez qu'il faut en attendre beaucoup ? Bon, le gouvernement redécouvre la roue. C'est-à-dire qu'il faut évaluer, il faut auditer. On le sait bien, mais depuis 10 ans ou 15 ans, il y a eu beaucoup de démarches, parce qu'on parle de la RGPP, mais avant la RGPP, il y a eu ce qu'on a appelé les audits de modernisation. Donc il y avait déjà beaucoup d'audits et d'évaluation des politiques publiques. Avant les audits de modernisation, il y a eu entre 2003 et 2005 ou 2006 ce qu'on appelait les stratégies ministérielles de réforme, c'est-à-dire comment essayer de réformer à partir des propositions des ministères eux-mêmes mis sous pression. Donc on a testé beaucoup de méthodes, au fond, pour réformer l'État. C'est plus compliqué de réformer l'État que de réformer les entreprises. Parce qu'il y a une multitude de métiers, il y a une multitude de statuts, il y a une multitude d'objectifs, et il y a une multitude de territoires, de niveaux de décision. La RGPP prenait en compte tout cela avec une seule idée, qui était une idée, je pense, extrêmement originale, qui était celle qu'il fallait privilégier la décision. C'est qu'à un moment donné, vous pouvez étudier les choses sous tous leurs aspects et ne jamais décider. La RGPP était de dire nous avons beaucoup étudié, il y a des équipes d'inspection qui repassent derrière, inspection à la fois privée et publique, et en même temps on privilégie la décision, et la décision on la prend au plus haut niveau. Parce que le plus haut niveau permet au fond de forcer l'administration à changer elle-même. Et tout le processus de RGPP a été construit là-dessus, comment décider ce qui a déjà été réfléchi auparavant, pendant souvent des années, dans des rapports qui dormaient dans des tiroirs, parfois depuis bien longtemps. Et l'État, il a besoin aujourd'hui de décisions, il a besoin d'objectifs, il a besoin de concertation, il a besoin de consensus, mais enfin, il a surtout besoin de décisions dans le domaine des structures, comme dans le domaine aussi du contenu des politiques publiques, qui a probablement été le point faible de la RGPP. C'est-à-dire que les évaluations lancées par le gouvernement manquent un petit peu de ce volet de décision. Vous avez le sentiment que ça manque. Mais regardez le temps qui passe. Ce gouvernement, il a du temps. On n'a pas l'impression que la France est dans l'urgence. Il a du temps. Il est là depuis plus d'1 an et on en est encore à se demander quand est-ce que vont sortir les premières évaluations. Premières évaluations qui vont donner lieu après à un certain nombre de décisions. Enfin, en tout cas, je l'espère. Dans le cadre du gouvernement précédent, l'RGPP a été lancé vers le mois de juillet et le premier conseil de modernisation des politiques publiques, c'est-à-dire au plus haut niveau, il s'est tenu dès l'hiver, dès le début de l'hiver 2007. Parce qu'on sait bien ce qu'il faut faire. On sait bien qu'il faut à un moment donné recentrer, etc. Quand j'entends le gouvernement reparler de politique d'achat, de politique immobilière, de politique... Mais enfin, là, il redécouvre une roue qui est plus que décennale. Et les choses ont déjà été faites. Il faut juste pouvoir les accompagner. Il faut juste pouvoir probablement les amender par rapport à ce qui a été fait auparavant. Mais il n'y a rien de nouveau là-dessus, sinon qu'on est plutôt dans un sens de non-décision. Et il y a un portage d'ailleurs qui n'est pas bon, parce que le portage auprès du Premier ministre, c'est comme s'il n'y avait pas de portage. Le Premier ministre, il a autre chose à faire. Au fond, la réalité n'est pas le rattachement à Matignon n'a pas de sens. Au fond, c'est souvent un rattachement quand on n'a pas d'idée, on se rattache à Matignon. Et ça allège la responsabilité du ministre en charge. Je crois au contraire qu'il y a un portage collectif
de la réforme de l'État à partir du moment où c'est le président de la République qui, à un moment donné, donne le là dans cet aspect, parce que c'est toujours difficile de réformer. On va toujours faire un peu moins, on va toujours dépenser moins, on va toujours essayer de faire, en tout cas mieux en termes d'évaluation et en termes de résultats, mais c'est une démarche par principe courageuse, et donc qu'il faut assumer. Arnaud Bertrand, avec votre regard de conseil, est-ce que vous avez observé les pratiques dans les autres pays européens? Est-ce que la démarche là du gouvernement vous semble bien engagée? Est-ce que ça manque un petit peu de volonté? Quel est votre regard? J'aurais tendance à dire que la MAP s'inscrit par rapport à la RGPP à la fois dans une nouveauté et dans une continuité. La RGPP en fait avait deux grands piliers initialement qui étaient de s'attaquer aux politiques d'intervention et à l'organisation de l'État. Il y a un très gros travail qui a été fait sur l'organisation de l'État, et pour des raisons qu'on pourra développer, la partie évaluation des politiques publiques, des politiques d'intervention a été moins abordée. Donc d'une certaine manière, la MAP prend en charge cette partie, qui était initialement d'ailleurs prévue dans la RGPP. Donc il y a une continuité. Quant à l'évaluation, pour moi, c'est une excellente thérapeutique en période de crise des finances publiques. Mais ça implique, et je vais rebondir sur ce que disait Eric Woerth sur le processus de décision, un environnement clinique qui soit favorable. Le thérapeutique est bon parce qu'il questionne à la fois la pertinence des politiques publiques et notamment les priorités que l'on se fixe. Et en période de vache maigre budgétaire, il faut faire un certain nombre de choix. Ça interroge l'efficience, les problématiques de moyens, quels moyens on met sur telle ou telle priorité. Et puis ça interroge l'efficacité des politiques publiques, ce qui est essentiel et ce qui n'est peut-être pas nécessairement intégré aujourd'hui dans le processus d'évaluation qui est mis en œuvre. On pourra y revenir. Le deuxième point, c'est qu'il faut que ça s'inscrive effectivement dans un environnement clinique favorable et qu'il y ait effectivement un processus derrière de prise de décision, parce qu'il y a effectivement énormément de rapports qui existent. Il y a des sujets qu'il faut probablement aborder à nouveau par des évaluations. C'était probablement le cas des aides publiques aux entreprises, par exemple, qui sont très complexes. C'était peut-être moins nécessaire sur des problématiques de formation professionnelle, où déjà tout a été dit, et où en fin de compte, les solutions, on les connaît, maintenant il faut les mettre en œuvre. Enfin, il ne faut pas oublier que le premier audit finalement de cet exercice qui a été publié, c'est celui sur les politiques familiales, le rapport de Bertrand Fragonard, et il a abouti à une décision. Oui, alors, je pense qu'aujourd'hui, le processus d'évaluation de politique publique ne prend qu'une partie du sujet. C'est-à-dire qu'on attaque à nouveau les politiques publiques, y compris les politiques d'intervention, par l'angle de la réduction budgétaire. C'est un sujet en période de crise des finances publiques, mais ça n'est pas le seul. Si vous prenez la politique familiale ou si vous prenez les aides aux entreprises, la priorité, c'est de faire en sorte que ces politiques soient pleinement efficaces, créent de la valeur, et pour les aides publiques aux entreprises, créent de l'emploi, pour la politique familiale, soient favorables à la politique familiale. La réduction des dépenses, c'est un des sujets, mais ça ne paraît pas être le sujet nécessairement prioritaire. Et aujourd'hui, les évaluations qui ont été lancées, dans les objectifs qui étaient fixés, et du coup dans les résultats, sont avant tout axés réduction des dépenses, avec des résultats qui sont intéressants, mais uniquement réduction des dépenses et pas suffisamment efficacité de l'action. Donc les réductions de dépenses vont arriver grâce à l'évaluation des politiques publiques. Vous partagez cette idée, cette analyse, Eric Woerth? Il faut évaluer en continu. Il n'y a pas une politique d'évaluation faite par un gouvernement et abandonnée par un autre. Et c'est sans arrêt qu'on évalue les politiques publiques. Mais on les évalue pas bien. Il faudrait qu'il y ait un processus qui soit ni de droite ni de gauche, que les conclusions qu'on en tire soient des conclusions engagées sur le plan politique. Heureusement, sinon il n'y a pas de démocratie. Mais il faudrait qu'il y ait un processus sur lequel on devrait pouvoir se mettre d'accord. Nous, on en a lancé beaucoup avant que la gauche, tout d'un coup, ne découvre l'intérêt de la réforme de l'État. Donc on en a lancé beaucoup. On a essayé d'avoir une continuité, une montée en puissance de tout cela, mais le principe d'évaluation, il devrait être quasiment partagé par tout le monde. Et d'ailleurs, c'est pas tellement à la Cour des comptes de le faire entre nous. Moi, je vois pas pourquoi la Cour des comptes, que je respecte par ailleurs, mais enfin, il y a une autre institution qui symbolise la démocratie dans notre pays, c'est le Parlement. Et je trouve que le Parlement devrait, au contraire, monter en puissance dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques, puisqu'il vote la loi.
et qu'on en tire après des conséquences, quand on est à droite de cette façon-là et quand on est à gauche d'une autre façon, ça ne me gêne pas, mais qu'on tire les conséquences. On l'a fait par exemple sur les niches fiscales. On a fait un rapport, c'est moi qui l'avais commandé, il est sorti 2 ans après, à l'inspection des finances, pour essayer d'évaluer au fond l'efficacité d'un avantage fiscal. Et à ce moment-là, vous réformez si c'est pas efficace ou si c'est pas tenu les objectifs nécessaires. Mais l'État, il doit continuer à se réformer de cette façon-là, ça c'est sûr. Mais en même temps, il doit suivre un certain nombre d'objectifs, qui est que l'État doit être aujourd'hui moins coûteux. Il doit prendre moins de décisions dans tous les sens sur tous les sujets. Il doit pouvoir, évidemment, s'organiser en termes de missions. C'est le but des opérateurs, en réalité. C'est pas si mauvais que ça, un opérateur. Tout le monde tombe sur les opérateurs. Mais en même temps, tout le monde dit, ah, mais l'État, son corps de métier, il doit être réduit. Et par ailleurs, il doit y avoir des sortes d'administration de mission. Qu'est-ce que c'est qu'un opérateur? C'est une administration de mission. Sauf qu'il faut surtout retenir mission et pas administration. Et il faut qu'évidemment, cette mission, elle soit évaluée, elle doit être amendée, voilà, mais ça on n'a pas réussi toujours très bien à le faire, mais il faut continuer à le faire. Et ce que je regrette dans la MAP, c'est pas que ça existe, au fond, c'est une démarche de réforme de l'État, c'est RGPP 2 ou RGPP 3, la MAP, mais c'est que on a perdu beaucoup de temps et qu'on caricature ce qui a été fait dans le passé. Alors évidemment, ça nous amène à caricature ce qui est fait dans l'actualité, ce qui n'est pas bon. On devrait avoir un débat serein sur au moins la manière de percevoir les politiques publiques en France et le rôle de l'État. Est-il stratège, pas stratège? Ça fait 20 ans qu'on dit ça, État stratège, pas stratège. Personne n'a jamais vraiment réussi à définir ce que c'était. Il faut peut-être aujourd'hui passer à la décision. Oui, vous avez soulevé la question de l'indépendance du juge, de l'indépendance de celui qui évalue. Vous estimez que c'est plutôt au Parlement, finalement, d'assumer cette fonction. Dans les textes, cette mission existe déjà dans le Parlement. Il y a un comité d'évaluation et de contrôle qui a été créé il y a quelques années. Qu'est-ce qui fait que les parlementaires ne s'intéressent peut-être pas encore assez à cette thématique, à ce sujet, d'évaluer l'action du gouvernement après coup? Parce que le Parlement légifère trop. Beaucoup trop. Aujourd'hui, je vois qu'on essaie de regarder qui de Sarkozy ou de Hollande a fait le plus de lois la première année. Mais quel intérêt? Enfin, le plus efficace, c'est celui qui en a fait le moins. C'est pas celui qui en a fait le plus. Tout ça est ridicule. Donc le Parlement, il doit légiférer avec mesure, et puis en même temps, il doit étendre son champ de contrôle. C'était d'ailleurs dans la réforme du Parlement, et c'est mal fait parce qu'on n'est pas outillé pour se faire. Donc moi, je milite vraiment pour que le Parlement passe plusieurs mois par an à évaluer les politiques publiques, après on tire des conséquences par des propositions de loi ou par des propositions de réforme, que le gouvernement amène évidemment ces grands textes et pas des mini-textes qui ne veulent rien dire, et on voit bien qu'on a une démocratie qui pourrait à ce moment-là évoluer vers, au fond, une revalorisation de la décision publique, et pas de courir toujours après une nouvelle loi qui réforme la loi qu'on a fait il y a 2 ans dans le cadre d'une instabilité totalement ridicule. Sur cette question, Arnaud Bertrand aussi, du juge, de celui qui évalue les politiques publiques, qui pourrait jouer ce rôle en France? Est-ce que c'est au Parlement, la Cour des comptes, un autre organisme? Je pense que dans l'organisation institutionnelle française, les trois ont un rôle à jouer. La Cour des comptes a une liberté pour saisir un certain nombre de sujets. Elle a l'avantage effectivement d'être totalement indépendante, alors que pour le Parlement, le fait majoritaire fait que la majorité peut hésiter à adresser des sujets qui, ici ou là, sont sensibles. Pour autant, je pense que l'évaluation, elle doit à la fois s'inscrire du côté du gouvernement dans une action de prise de distance par rapport aux politiques qu'il mène et d'évaluation interne, et effectivement que le Parlement a son rôle complet à jouer en termes d'évaluation externe. Le CEC, la commission d'évaluation et de contrôle qui avait été mis en place par la précédente majorité, de manière intelligente de mon point de vue, était renouvelé par la majorité actuelle. Maintenant, il faut lui donner cher, parce que lorsqu'on voit le nombre d'évaluations qui sont réalisées par le Parlement aujourd'hui, c'est effectivement très très limité. Après, je pense qu'il est essentiel que l'évaluation soit conduite par des acteurs indépendants en tout état de cause. Que ce soit conduite par l'État ou que ce soit conduite par le Parlement, il faut que ce soit totalement indépendant. Comment ça se passe dans les pays où aujourd'hui, l'évaluation ne sert à rien. On ne tire jamais les conséquences d'une évaluation. Comme on ne tire jamais les conséquences d'une étude d'impact. Il y a des études d'impact dans les propositions, enfin les projets de loi. On voit bien que l'administration se débarrasse du truc parce que on voit bien que ça ne fonctionne pas. Et donc il faut revaloriser cela. Et je crois que le Parlement, il est tout aussi indépendant qu'autre chose. La Cour des comptes, elle n'est pas indépendante d'elle-même. Au fond, le Parlement, il n'est pas indépendant de lui-même non plus. Personne n'est indépendant, ça n'existe pas. De sorte d'être invertébré, ça ne fonctionne pas. Donc il y a des
régime plus constitutionnel oui, où le mais Parlement quand a plus d'indépendance. quand le gouvernement évalue une politique, il a le droit, le gouvernement, de le faire. Il s'adresse à l'inspection des finances, à l'inspection de ci, à l'inspection de ça. En quoi c'est pas indépendant? Et si le Parlement le fait, il va s'adresser lui aussi à des corps de contrôle, mais simplement, il va en tirer les conséquences. Moi, je pense qu'il faut réellement en tirer les conséquences. Sinon, on a des évaluations de nature universitaire qui sont extrêmement intéressantes, mais qui n'orientent en rien les politiques publiques. Mais encore faut-il savoir ce qu'on veut, car une évaluation est une très bonne chose, mais la vraie réponse, elle est dans l'opportunité de la décision politique. Qu'est-ce qu'on veut? Alors, sur ce point, juste un commentaire. L'avantage de l'indépendance, que ce soit le Parlement ou la Cour des comptes, c'est que vous choisissez vos sujets d'évaluation. Lorsque c'est le gouvernement, il décide de la commande. Je parlais de l'évaluation des aides aux entreprises, des aides publiques aux entreprises. Le gouvernement a donné comme commande à l'inspection de trouver des économies budgétaires. Du coup, on arrive à un rapport qui donne des économies budgétaires. Sur la formation professionnelle, on évalue la formation professionnelle, mais d'une certaine manière par un petit bout, qui est la formation professionnelle dont bénéficient les demandeurs d'emploi, et on sait que ça n'est que 10% du sujet, et que c'est justement une question de redistribution qui est nécessaire. Probablement que le Parlement aurait pu saisir le sujet dans sa totalité, plutôt que de limiter ainsi cette approche. Le deuxième point sur lequel je voudrais rebondir sur ce qu'évoquait Eric Woerth, c'est effectivement l'utilité des évaluations. Et c'est l'environnement clinique dont je parlais tout à l'heure. Ça n'est utile que si vous avez un processus de décision derrière. Ça n'est utile que si vous avez un processus de suivi systématique des conclusions et recommandations des évaluations. La Cour des comptes l'a plus ou moins mis en place pour ses propres évaluations, mais il est essentiel que l'administration, et ça n'existe pas véritablement aujourd'hui, ait un suivi systématique de toutes les études qui ont été faites dans le passé pour capitaliser sur les travaux qui ont été réalisés, s'assure que les recommandations soient mises en œuvre, ou s'ils ne le sont pas, qu'il y a de bonnes raisons, que le politique joue pleinement son rôle en la matière aussi, et le Parlement pleinement son rôle pour s'assurer que les recommandations ont été mises en œuvre. Et pour terminer, parce que ça c'est une bonne pratique qu'on trouve dans les pays nordiques, que la presse joue pleinement son rôle. Et aujourd'hui, la presse se désintéresse de ces sujets. Alors vous faites probablement figure d'exception chez Acteurs Publics, mais quand vous allez dans les pays nordiques, il y a un vrai travail de vulgarisation des travaux d'évaluation ou des travaux d'audit qui est fait par la presse, qui est adressé ensuite au public pour saisir d'une certaine manière l'opinion publique des rapports qui sont faits et ensuite des décisions qui sont prises ou pas prises. Et en cas d'absence de prise de décision, la presse est extrêmement virulente avec le gouvernement en place, quel qu'il soit. Juste une remarque pour dire que les rapports du comité d'évaluation et de contrôle ont en général un bon impact dans la presse et dans les médias. On les retrouve pas mal. Oui, mais il suffit pas de les publier et de les annoncer. Il faut suivre la prise en compte des recommandations de ces rapports, et il faut que la presse, là aussi, mette pression sur l'administration, le politique, pour que la transformation se fasse. Parce qu'il n'y a pas que l'État, qui évalue les politiques menées par les conseils généraux, les conseils régionaux et les grandes villes? Pas grand monde. Il y a des chambres des comptes qui sont plutôt là pour essayer de dire que tel marché public a été bien passé ou mal passé, que je ne sais quoi, que telle règle a été respectée ou pas. En général, ça se termine dans le sang par un article de presse qui est toujours le même. La chambre des comptes de Rhône-Alpes épingle telle ville, c'est toujours épinglé. Donc ça sert à quoi? À rien. Il n'y a pas un côté détendu, parce que ça pourrait être très détendu. Je veux dire, tous les élus n'ont pas envie de mal faire ou d'être dans l'illégalité. Donc il pourrait y avoir au fond une vision où chaque politique est évaluée, contrôlée, et puis après elle est modifiée parce que les choses ne sont pas faites exactement dans les règles, parce que celui qui prend la décision, c'est beaucoup plus compliqué que celui qui la contrôle. C'est beaucoup plus compliqué de prendre une décision que juste d'arriver avec son chapeau de contrôleur. Donc tout ça devrait former un équilibre. Donc personne aujourd'hui, en réalité, n'évalue les politiques publiques en ce qui concerne les collectivités locales. Et quand Arnaud Bertrand parle des aides aux entreprises, une bonne partie des aides aux entreprises sont des aides aux entreprises qui sont délivrées sur le plan local, par les régions ou par les départements. On a besoin de cela. Et quand vous parlez du rapport Fragonard sur les politiques familiales, ça va beaucoup plus loin que ça. Si la réforme de la politique familiale repose uniquement sur la modification du plafond du quotient familial, mais alors, quelle grande affaire! C'est extraordinaire. On a besoin d'attendre que quelqu'un de la qualité de monsieur Fragonard fasse un rapport sur la politique familiale uniquement pour bouger le plafond du quotient familial. Mais si c'était le cas, il fallait le faire tout de suite. Ça, c'est à la portée
de n'importe qui. Je veux dire, n'importe qui. C'est pas très compliqué. C'est plus compliqué de se poser la question du rôle de la famille, des confusions de politique familiale et parfois qui s'entrechoquent les unes en disant des choses contradictoires. Tout ça est beaucoup plus difficile, au fond, à régler. Et le rapport de M. Fragonard, au fond, n'a pas servi aujourd'hui à orienter ou à changer, à modifier, à réformer la politique familiale. Il se traduit par une décision purement budgétaire. Pour conclure, Arnaud Bertrand, je serais intéressé d'avoir un éclairage sur les pays où ça marche. Est-ce que l'évaluation des politiques publiques, ça peut marcher? Et quels sont les pays, quelles sont les conditions qui font que les politiques sont effectivement évaluées et qu'il y a un processus de décision derrière? Quels sont les pays exemplaires? Alors en fait, l'évaluation, ça marche lorsque c'est totalement intégré au processus de décision et de manière systématique, que ce soit pour les collectivités ou pour l'État. Et si on veut citer quelques bonnes pratiques, on peut citer notamment la Grande-Bretagne. Alors en l'occurrence, c'est l'équivalent de la Cour des comptes, mais qui est d'une certaine manière plus indépendant de la Cour des comptes et qui en plus externalise au privé une bonne partie des évaluations, qui fait une évaluation systématique de tous les grands programmes de dépenses, qui présente les résultats à la presse et qui présente ensuite les conclusions qui ont été prises 6 mois après, les décisions qui ont été prises 6 mois après, 1 an après. L'autre bonne pratique, c'est les pays nordiques notamment, où il y a une saisie par la presse de l'opinion publique, une prise à témoin d'une certaine manière, qui met une pression pour que les choses changent, et ça a des effets extrêmement positifs. Pour ce qui est de la France, je pense qu'il y a quand même des choses qui avancent. Le SGMAP a commencé à mettre en place une espèce de coordination au sein de l'État des processus d'évaluation. Ce n'est pas encore complet, mais c'est une première marche. De ce point de vue-là, on va plutôt dans le bon sens, il y a 49 évaluations, enfin dites évaluations, parce que c'est pas toutes véritablement des évaluations, mais il y a 49 évaluations qui ont été lancées, vous évoquiez le fait que le Premier ministre a annoncé la volonté de couvrir l'ensemble des programmes d'intervention sur 5 ans. Ça me paraît un peu ambitieux, mais en tous les cas, c'est l'ambition. Voilà, les choses se mettent en forme. Sur le process, ça me semble plutôt aller dans le bon sens. Après, tout est lié à la prise de décision et aux conclusions qui en seront tirées. Oui, encore un mot, Éric Woerth. Sur la méthode, le fait que cette évaluation touche l'ensemble de l'action publique, c'est-à-dire l'action combinée des collectivités, de la sécurité sociale et des ministères, ce qui était un des gros reproches faits à la RGPP de se concentrer uniquement sur l'État. Est-ce que là-dessus, vous êtes d'accord avec cette méthode? Oui, il faut que ça concerne les 1200 milliards d'euros de dépenses publiques, bien sûr. Il faut que ça concerne les opérateurs, ce que nous avions fait. Mais le gouvernement, là, il est pionnier en rien, il défriche rien. Tout ça existe, tout ça a été lancé. Ce qui compte, c'est de défricher et d'être pionnier, c'est-à-dire de commencer, c'est plus compliqué. Après, il faut surtout poursuivre dans le même rythme. Ce que je reproche, c'est que, au fond, on a perdu beaucoup de temps pour rien, pour pas grand-chose, juste par idéologie, au fond. Et c'est bien dommage de mettre de l'idéologie dans cette affaire-là. Il n'y a pas d'idéologie à avoir. Il y a des politiques publiques qui marchent ou pas et qui atteignent ou pas leurs objectifs. Et si elles n'atteignent pas leurs objectifs pour un coup précis, eh bien, il faut les transformer, il faut les changer, ce qui nécessite après des réformes. Et franchement, on est dans un temps long alors qu'on devrait être dans un temps court. Oui, je rajouterai juste un point. On est coupé. Je rajouterai juste un point, c'est que je crois néanmoins que l'évaluation ou la réforme de l'État de manière globale, pour que ça fonctionne, il faut que ce soit très incarné d'un point de vue politique. Et là, j'aurai un petit point de divergence avec Éric Woerth. Je pense que le président de la République ou le Premier ministre ne peuvent pas incarner la réforme de l'État. Il faut qu'il y ait un ministre qui soit tête de pont, qui soit identifié par la population, qui soit identifié par les parlementaires, qui soit identifié par la presse et par la population comme porteur de cette action de transformation. Sinon, d'une certaine manière, ça reste diffus dans l'action gouvernementale et in fine, la population ne voit pas exactement ce qui est fait. Enfin, oui et non, parce que pour réussir à incarner une certaine autorité dans l'État vis-à-vis de ses propres collègues pour réformer une politique publique ou pour réformer des structures administratives, c'est extrêmement compliqué. Donc le ministre n'a souvent pas le poids. C'est pour ça que le poids politique du président et le poids politique du Premier ministre sont absolument essentiels. Ça veut dire qu'ils doivent suivre ces dossiers et qu'ils doivent incarner aussi l'idée d'une transformation de l'État. L'État, il doit accepter, l'État, les collectivités, tout ça, on doit accepter de se transformer parce que quand il n'y a pas de transformation, au fond, il y a disparition. Merci à vous, merci Éric Woerth, merci Arnaud Bertrand. Je rappelle que vous vous tenez à la disposition du public pour éventuellement prolonger les échanges. Vous aurez ensuite un débat sur le parcours de santé, sur les enjeux et premiers retours avec Édouard Couty et Xavier Fausse. Et je vous dis à bientôt sur Acteurs Publics.